affiché. Donc, rebonjour. Nous allons donc passer à la deuxième communication de professeur Naam Sharafeddine, Hassan Al-Faqih Hassan, parcours et réseaux sociaux d'un négociant et notable de Tripoli au XIXe siècle. Je rappelle à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne qu'ils peuvent poser leurs questions sur la page Facebook de l'IRMC en dessous de la vidéo. Et je vous donnerai aussi des détails après sur la conférence qui va avoir le 2 juillet en langue arabe à la Bibliothèque nationale. Donc je donne la parole à professeur Naam Sharafeddine. Merci Neila. Rebonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir et un grand honneur aussi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je remercie toute l'équipe de l'IRMC pour m'avoir invité à ce séminaire. Je tiens à remercier particulièrement Madame Wassila Saidi, la directrice de l'IRMC, mais aussi Neila Saadi, qui a organisé cette rencontre et pour tous ses efforts à ce propos. Je salue bien sûr Noura Lafi, que j'ai connue pour la première fois au milieu des années 90 à Tripoli, aux archives de Tripoli. Mais malheureusement, on n'a pas pu avoir encore une autre fois jusqu'aujourd'hui. Donc, comme il est annoncé, mon intervention aujourd'hui sera consacrée à présenter un personnage de la ville de Tripoli au XIXe siècle, début du XIXe siècle, Hassan Al-Faqih Hassan. C'est un grand commerçant de Tripoli et c'est un notable de la ville à cette époque-là. Pour commencer, donc, je dirais que les études sur l'Empire ottoman et le monde ottoman ont connu une grande évolution durant les dernières décennies grâce à la progression des méthodes et des recherches et aussi l'emploi de différents outils et approches et l'utilisation de nouveaux sources. En vue de cette évolution, des groupes et des individus, comme les commerçants par exemple, ont retenu l'attention de plusieurs historiens qui ont étudié les milieux marchands et les parcours personnels de certains commerçants. Je cite à titre d'exemple André Raymond, Soraya Farouqi, Nelly Hanna, entre autres bien sûr, que les travaux ont contribué à changer de nombreux concepts et transcender des idées préconçues et qui ont prévalu pour longtemps sur le monde ottoman et la société ottomane et ses composantes. Mais malgré tout cela et cette évolution, on ne sait pas grand-chose sur les marchands des autres provinces ottomanes, parmi lesquelles, par exemple, la régence de Tripoli. Donc, aujourd'hui, à travers un essai de faire la biographie de Hassan Al-Faqih Hassan, un des grands commerçants, comme j'ai dit, de la ville de Tripoli et l'un de ses notables. Donc je vise à jeter un peu de lumière sur les grands commerçants de la ville
à cette époque, à identifier leurs domaines d'activité et leurs études, d'une part, et je cherche d'une autre part à entrevoir le lien entre commerce et notabilité et les moyens adoptés par les commerçants pour préserver le statut de notable, voire le renforcer. Le choix de ce personnage est dû à des raisons tout à fait pratiques. Grâce aux traces écrites qu'il nous a laissées, notamment son compte, un livret de compte commercial, un journal et des documents privés de la famille. Donc on dispose d'informations sur Hassan Faqih Hassan que nous ne disposons pas sur d'autres commerçants à son époque. Ces informations-là, donc il s'agit notamment des informations privées, donc liées à sa vie privée, mais aussi à sa vie en public, et qui nous permettent donc de tracer, même dresser un portrait même partiel des commerçants de son temps et d'identifier leur comportement et leur réseau, tout en nous aidant à comprendre les mécanismes de la mobilité sociale. À partir de ces informations, nous abordons dans un premier temps le background de Hassan Faqih Hassan. Ensuite, donc pour comprendre en fait d'où il est parti, ensuite nous essayons de saisir et évaluer le poids de ses activités économiques et l'étendue de son réseau commercial, pour enfin nous traitons de sa position sociale en exposant la stratégie qu'il a adoptée et qui lui a permis non seulement d'être un notable parmi les notables, mais d'être parmi l'élite des notables de la ville de Tripoli. Hassan al-Faqih Hassan est issu d'une famille originaire de la région de Sahel al-Hamd, ou Sahel al-Ahamd, une région située à 140 km à l'est de la ville de Tripoli. On ignore la date exacte de son déplacement, de la famille à Tripoli, mais selon un témoignage de l'un des petits-fils de Hassan, ce déplacement se situerait au début du XVIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, la famille conserve encore le nom qui fait allusion à son origine régionale, puisque au début du XVIIIe siècle, un œil de Hassan Faqih Hassan est nommé comme imam d'un mosquée des environs de Tripoli, et il était nommé désigné dans un document comme sous le nom de qui désigne cette origine, donc l'imam al-Hamidi. Mais après 50 ans, c'est-à-dire au milieu du XVIIIe siècle, ce nom qui désigne l'origine régionale de la famille disparaîtra, et le grand-père de Hassan, al-Faqih Hassan, a été désigné dans un document sans cette désignation à son origine régionale. On le nomme seulement Hassan bin Faqih Abd al-Nabi. Il paraît que ce grand-père a acquis une célébrité de faqih dans la société de Tripoli, à tel point que son prénom devient ultérieurement le nom de la famille, connu jusqu'à nos jours sous le nom de Al-Faqih Hassan. La transition de cette famille de l'exercice des fonctions religieuses au domaine du commerce est passée sous silence des sources. Le document disponible ne contient pas, en fait, d'indications qui attesteraient que son œil au grand-père avait exercé le commerce. Mais d'une perspective purement hypothétique, d'un côté, et sur le principe comparatif de l'autre, on peut dire que cette transformation ne s'est pas produite brusquement ou sans préalable.
Donc, vu la nature de la Libye, le commerce fut l'activité la plus populaire au sein de toutes les composantes de la société libyenne, quelle que soit citadine ou rurale. Le consultant des registres du tribunal religieux de Tripoli, par exemple, se rendra compte de la fréquence des noms de commerçants qui portaient le qualificatif du faqih. Si nous ne pouvons pas être catégoriques quant à la transformation de la famille Faqih Hassan de l'exercice des fonctions religieuses au monde des affaires à une époque assez reculée, la pratique du père de Hassan al-Faqih Hassan, le commerce comme activité unique, peut renforcer l'idée de l'adhésion de cette famille au monde des affaires à une période antérieure. Nos sources ne confirment pas seulement que le père de Hassan avait exercé le commerce, mais déclarent aussi que la famille avec laquelle il s'est lié par le lien matrimonial était l'une des familles commerçantes de Tripoli, c'est la famille Marassi. Il est difficile d'affirmer si ce mariage avait un effet sur l'évolution du père de Hassan au rang des grands commerçants et de devenir un des principaux fournisseurs du palais de Youssef Bach al-Karamali, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'adonnait au commerce avant cette alliance. De plus, l'exercice du commerce par les Faqih Hassan ne se limitait pas à Ahmed al-Faqih Hassan, le père de Hassan al-Faqih. Son oncle Mohammed exerçait lui aussi ce commerce et s'adonnait aux transactions particulièrement avec la Turquie, Balad al-Turk ou Bar al-Turk. Du fait, nous pouvons dire que Hassan al-Faqih Hassan, qui est né en 1783-1784, a vécu au sein d'une famille commerçante par excellence. L'historique religieux de la famille lui a garanti un respect dans la société tripolitaine en général et auprès des sphères commerçantes en particulier. Bien que les renseignements précis nous fassent défaut sur son enfance et sur l'éducation qu'il a reçue, il est certain qu'il a acquis l'instruction de base qui prévalait de son époque, c'est-à-dire l'éducation dans les koutab de la ville qui consacrait à apprendre des versets du Coran et apprendre l'écriture et la lecture et un peu du calcul. Le journal et le livret de compte de Hassan, en plus des mentions concernant la possession d'une bibliothèque privée, affirment ce penchant dans son personnalité. Mais à regarder de près son style d'écriture, on se rend facilement compte que son niveau éducatif restera modeste, ce qui ne peut pas être expliqué que par son abandon précoce de l'enseignement. Donc il a dû suivre les pas de son père. Les renseignements actuellement disponibles sur Hassan al-Faqih Hassan ne permettent pas de dresser une image précise à l'époque antérieure à 1809, date à laquelle se rapportent les premières indications concernant son activité commerciale. Mais parlons de l'historique commercial de sa famille, nous supposons qu'il avait effectué, après l'arrêt de ses études, un stage de formation commerciale sous l'égide de son père, comme c'était la coutume chez les familles commerçantes de l'époque. La vraie apparition de Hassan al-Faqih Hassan en tant que l'un des grands commerçants de la ville de Tripoli est ultérieure au décès de son père, survenu en 1811. Cette apparition n'est pas uniquement liée à l'importance de la fortune qui lui a légué son père, mais aussi au fait que les transactions commerciales se faisaient en son nom. Donc, il est peut-être convenable avant de traiter des transactions de Hassan al-Faqih Hassan, de passer en revue les éléments essentiels de cette fortune, puisqu'elle démontre le degré de la richesse d'un grand commerçant de Tripoli au début du XIXe siècle, et nous dévoile ainsi la situation financière d'où il est parti Hassan al-Faqih Hassan. Donc, selon un acte de partage de la succession d'Ahmed al-Faqih Hassan et son annexe, il paraît que cette succession était très importante. Elle contenait des biens immobiliers, des marchandises, de l'argent liquide, des bijoux et des meubles. Dans la liste des biens immobiliers, on fait mention à 6 maisons dans l'intérieur de la ville de Tripoli, y compris la demeure de la famille. Il y a aussi un moulin à l'intérieur de la ville, une sania ferme dans la région adjacente de la ville,
et des biens immobiliers non identifiés dans les régions de Msellata et Sahel al-Hamd. Quant aux marchandises, elles correspondent à celles déposées dans une pièce de la demeure familiale, pardon, ainsi que dans une chambre de fondouk. Il faut ajouter à cela ce qui se trouvait dans la boutique d'Ahmed al-Faqih Hassan et celle de son fils. Le document mentionne que la marchandise qui était entreposée, excusez-moi, pardon, donc, pour la marchandise entreposée dans la demeure familiale, dans une pièce de la demeure familiale, consiste entre autres en une quantité importante des textiles importés de différents types, des cuirs, de la soie, des produits manufacturés et tels que les souliers masculins et féminins et des matelas. Ce document ne précise pas la nature de la marchandise déposée dans la chambre de fondouk et dans les deux boutiques, mais il mentionne que cette marchandise fut évaluée par les experts à 2 266 234 rials. Quant à l'argent liquide, il en avait pour 1 848 051 rials, argent qui est utilisé dans sa boutique, et 18 millions. Oui, je peux enlever. Oui. Vraiment, excusez-moi parce que... Oui, je pense. Merci. Donc, quant au marché, parce que avec la bavette quant aux marchandises, donc pour l'argent liquide, il y en avait 1 848 051 rials, argent qui est utilisé dans sa boutique, et 18 226 400 rials et 1 224 € qui furent extraits après sa mort de ses débiteurs et de ceux qu'il commoditait. Outre la somme de 420 € et 200 mahboud qu'il avait donné à titre de commandite et qui ne sont pas revenus lors de la partage de la succession. La succession d'Ahmed al-Faqih Hassan comprenait également certains bijoux en or dont le poids fut 97 misqal et des ustensiles en argent pesant 2 ratels et autres en cuivre et en poterie et des meubles. Enfin, 445 onces d'argent perçus après sa mort en vertu d'un crédit. D'après ce document, la part de Hassan Faqih, seulement de Hassan, dans la succession de son père, rien qu'en argent liquide, remonte à 14 265 530 rials, auquel s'ajoute la somme de 84 000 rials correspond à sa part d'argent liquide provenant de la succession de son oncle Mohammed. En total, la somme s'élève à 14 329 930 rials. Mais Hassan n'a pas seulement hérité d'argent liquide et des biens fonciers et immobiliers de la part de son père, il hérite aussi de l'expérience commerciale, ce qui a eu un grand impact sur la consolidation de son activité commerciale et sur son apparition malgré son âge précoce comme un grand commerçant, cité dans les documents officiels sous le titre de Tajr. Dans un premier temps, et en tant que l'un des notables de la ville et membre de la Jami'at al-Bilad, l'Assemblée de la ville, ultérieurement. Pour ce qui est des activités commerciales de Hassan Faqih Hassan, il comprenait le commerce intérieur dans la ville et dans la région de Tripoli, un commerce extérieur qui s'étend vers divers pôles villes méditerranéennes, ainsi que d'autres secteurs d'investissement.
Je dois juste noter, avant de s'étaler sur ces activités de Hassan Faqih Hassan, que mes informations sont retenues principalement du livret de compte et de son journal. Mais il y a bien sûr des lacunes dans ces sources-là. Donc, en fait, la plupart des transactions qui contiennent le livre de compte qui fut initié par son père en 1807 concerne presque exclusivement la période du travail avec son père, à tel point qu'il est difficile de dissocier l'activité des deux hommes. Et cela nous pose la question, est-ce que cela veut dire que le fils se détourné de cette activité après le décès de son père? Je parle ici de l'activité au commerce intérieur principalement. C'est probable, surtout que Hassan lui-même fait allusion à ce sujet dans une notice de son journal datée ultérieurement en 1841. Dans cette notice, Hassan déclare qu'il avait délaissé la vente et l'achat depuis presque 22 ans. Cette déclaration ne cadre pas, bien sûr, avec le total de ces transactions qui se poursuivent après cette date. Donc, quoi qu'il en soit, il est certain que l'intérêt de Hassan a diminué pour beaucoup quant au commerce intérieur après la mort de son père. Il n'a cependant pas délaissé tout ce secteur complètement. Un regard de près des transactions de Hassan au niveau local montre que son activité était essentiellement liée au commerce de gros. Il est peut-être plus convenable de présenter quelques exemples de ces transactions. Ces exemples, puisqu'ils nous éclairent sur la nature des marchandises et la diversité du réseau commercial de Hassan, leur importance réside, me semble-t-il, dans le fait qu'ils démontrent certains aspects techniques relatifs aux conditions de vente et de procédés de paiement. Donc, le livret de compte commercial mentionne qu'en date du 1er avril 1809, ont été vendus 400 rouleaux de coton à Haj Mabrouk al-Warshfani au prix de 7200 rials le rouleau, soit une valeur totale de 2 880 000 rials. Un délai de paiement d'un mois fut accordé à l'acheteur et c'était le vendeur qui s'est chargé de payer la rétribution des porteurs, le hammala. Aussi ont été vendus le 16 juillet 1810 50 quintaux de cire au Zimmi Sanin Karmash. Les clauses de cette transaction stipulent un report de 5 mois et demi pour le paiement du prix de la cire et que l'acheteur est exempt du payer durant les 3 premiers mois et demi, après quoi il devra verser le prix de ses achats. Une autre note du livret de compte daté du 14 novembre 1810 atteste que du coton a été vendu à un commerçant français dont le nom n'est pas précis. Donc il mentionne Al-Mercanti Al-Francis au prix de 40 000 rials le quintal, avec une échéance de paiement, un délai de 3 mois. Tous les frais relatifs à cette transaction sont à la charge de l'acheteur. Une liste de comptes datée du 10 mars 1811 mentionne que la somme totale reçue par le propriétaire du livret pour l'opération de vente de safran au Zimmi Braham Suite atteint 1 070 650 rials. Donc, si les dates de ces transactions ne nous permettent pas de les rattacher à Hassan, puisqu'ils reviennent à une période où son père était encore en vie, une transaction datée du 28 août 1811, c'est-à-dire après la mort de son père, confirme la poursuite de cette activité par Hassan. Durant cette transaction, Hassan a vendu au Haj Ali Marhi 116 pièces de drap blanc d'un prix total de 417 600 rials et 57 abats noirs d'un total de 376 200 rials, avec une échéance de paiement de 3 mois. Il n'y a aucune donnée contradictoire avec la déclaration à propos de l'abandon de l'achat et de la vente mentionnée auparavant. La période de 22 ans dont il parlait indique qu'il avait poursuivi ses activités commerciales au niveau local après le décès de son père et même jusqu'aux années 1818-1819. Mais en regardant de près les quantités de transactions passées après le décès de son père, on se rend compte
qu'elle affiche une nette régression par rapport à celle réalisée au vivant de son père. En général, il s'agit de ces transactions de l'époque de son travail aux côtés de son père ou pendant les 8 ans qui suivent sa mort. Force est de constater que son activité intérieure se basait essentiellement sur le commerce des tissus et des textiles. Bien que l'activité commerciale de Hassan ait été si diversifiée, les marchandises héritées de son père et leurs techniques constituaient certainement à son tour un secteur important dans son activité. Le commerce de soie, par exemple, tenait une place de choix. Plusieurs transactions et diverses listes de vente de soie effectuées par Hassan et son père durant les années 1808-1811 qui atteignent la valeur de 22 664 785 rials. Hassan poursuivit le commerce de soie ultérieurement, ce qui a impliqué forcément les transactions avec des commerçants musulmans et même et surtout juifs. Le commerce intérieur de Hassan portait également sur d'autres produits manufacturés, tels les ustensiles en cuivre et en poterie, les souliers et quelques produits alimentaires comme le blé et l'huile. Cependant, le commerce de l'huile, par exemple, un produit très important pour plusieurs raisons, qu'un grand commerçant comme Hassan ne peut pas négliger, n'est pas mentionné de manière claire et directe dans son livret. Il est indirectement évoqué dans des contextes qui sont étrangers aux opérations de vente et d'achat. Et par conséquent, il nous est impossible de quantifier la part de ce commerce dans les transactions intérieures de Hassan. Le fait que Hassan ne s'intéresse guère à préciser quantitativement le commerce de l'huile peut laisser entendre que son commerce en ce produit était modeste. Bien que la famille possédât des oliviers dans la localité de Bani Msallam et Amsillata, deux régions très réputées par leur production d'huile et la bonne qualité d'huile. Même remarque aussi pour les autres produits d'échange au niveau de la régence, ce qui nous amène à conclure, mais avec prudence, que cette branche du commerce, à la vue de la rareté des renseignements dans nos sources, pouvait ne pas être importante pour lui. Mention faite auparavant que l'activité intérieure de Hassan était liée essentiellement au commerce de gros, ce qui nous amène à évoquer l'espace dans lequel un grand commerçant comme lui exerçait ses activités. Faute de détails concernant cet espace, nous présumons qu'une partie de son commerce se déroulait, à l'instar des grands commerçants de son époque, dans les fondouks et les wakalas de la ville. En effet, ces établissements qui représentaient des lieux de logement pour les étrangers constituaient également des lieux de rencontre des commerçants et des centres principaux pour le commerce de gros et pour la conclusion des transactions entre les commerçants locaux et ceux venant d'ailleurs. De plus, ces établissements servaient aussi d'entrepôts et des centres de redistribution des marchandises à destination pour les commerçants de Tripoli. Le document précité concernant la répartition de la succession d'Ahmed al-Faqih Hassan mentionne sa disposition de son vivant d'une pièce dans un fondouk dont il servait d'entrepôt. Quant à Hassan lui-même, il mentionne dans une de ses notes qu'il avait une pièce dans Wakalat al-Khouja au Souq Trok, où il stockait une partie de ses marchandises. Toutefois, un seul dépôt pour un grand commerçant n'est pas suffisant. C'est pourquoi donc Hassan utilisait ces maisons comme entrepôt. C'est le cas d'une de ces maisons donc située au Souq al-Harara, un souk spécialisé dans la vente de tissus et de textiles, produits qui occupaient une place importante dans son commerce, comme on a vu. Par ailleurs, les grands marchés de la ville constituaient aussi un espace très important pour l'activité commerciale de Hassan. Hassan donc avait deux boutiques à Souq Rba Jdid
un des plus importants marchés de la ville de Tripoli à cette époque, et un marché un souk qui est spécialisé dans la vente des textiles particulièrement. Donc il commerce lui-même dans une boutique et il loue une autre. La propriété des boutiques de Hassan a besoin d'être clarifiée, mais je passe parce que ça va prendre un peu plus de temps, donc je vais passer cette partie. Juste, je voudrais faire mention au fait que la propriété de ces souks importants de Tripoli, les principales sources, comme souk Trouk, souk Jdid, la propriété dans ces souks revient au gouvernement de Tripoli, et que les commerçants donc, jouissent d'une propriété comme d'usufruit qu'on appelle le jalsa ou l'atba. Il achète la atba ou la jalsa de la boutique, et c'est un genre de propriété, mais ce n'est pas une propriété complète. Mais la personne donc, peut la vendre et peut la passer à ses héritiers en même temps. En résumé donc, et en l'absence d'autres documents, on ne peut donc dire que Hassan al-Faqih Hassan, donc, il a deux boutiques, comme j'ai dit, au souk Jdid, qu'il a acheté la Atba. Après, donc, excusez-moi, donc, il a deux boutiques qu'il a héritées de son père et deux autres boutiques qu'il a achetées du Qadi de Tripoli. Quant au commerce donc, extérieur de Hassan al-Faqih Hassan, bien sûr, le commerce extérieur, c'est très important pour ce type de commerçants, les grands commerçants. Donc, on dit, donc, un regard de près sur la nature de ces activités montre que son commerce à l'extérieur de la région occupait une place primordiale dans ces activités. Ce commerce donc s'étend sur un espace géographique étendu, couvrant les villes turques et les îles de Crète et la Morée, la Tunisie, les villes de Sfax, Tunis et Djerba, l'Algérie, Alger particulièrement, le Maroc, le Gharb el-Jouani, mais s'étendait aussi à Malte et en Italie, Livourne et Trieste, et en France, Marseille. Ce commerce donc s'est déroulé avec l'appui sur des institutions commerciales comme le Sharika, donc la société commerciale, les recommandations Tawsiya, les consignes Amana, ou aussi les sociétés de Qirat, la commandite. La diversité de l'espace géographique du commerce du Hassan al-Faqih Hassan fut accompagnée avec une diversité de marchandises qu'il importait. La soie donc tenait une place de choix parmi les importations. Nous trouvons aussi parmi ces zones géographiques avec lesquelles il tenait des transactions, c'est l'Égypte aussi. La liste des produits textiles démontre qu'il s'agit en grande partie des produits de luxe. L'activité de Hassan dans le commerce de tissus et textiles était liée à l'importation de plusieurs produits affaires qui étaient de leur tour divers, et pour la plupart d'entre eux des produits de petit poids mais de grande valeur. Parmi ces marchandises, on trouve les fils d'argent, khayt al-fidda, et les bandes d'argent pur, ce qu'on appelle charit, importées spécialement de la Turquie et de Livourne,
qui étaient utilisés dans les fabrications et la décoration de certains tissus de luxe pour femmes et hommes. Dans le cadre du commerce des marchandises précieuses pratiqué par ce commerçant, plusieurs mentions ont été faites dans son livret de compte aux bijoux. Donc, au-delà des transactions commerciales, l'importation des bijoux pour le compte de sa mère, particulièrement, on signale également à travers ces transactions commerciales avec Youssef Bacha. Youssef Bacha, c'est le gouverneur de Tripoli à cette époque, qui lui vendait des bijoux et des pierres précieuses, des perles, jawhar, et des diamants. Mais faute de renseignements détaillés, on ne peut pas déterminer la provenance de cette marchandise. Donc, et à cette liste aussi, on peut ajouter le tibr, c'est la poudre, l'or en poudre pure et non raffinée, où cette marchandise provenait essentiellement des pays du Soudan, de l'Occident. Malgré la diversité des marchandises, il est difficile, d'après les données disponibles, de connaître exactement toutes, mais on ne peut pas aussi savoir tous les lieux de provenance ou de destination. J'ai mentionné qu'il y a des lacunes dans le livret de compte de Hassan. D'après la liste des marchandises, donc, on peut aussi, il ressort que le commerce de Hassan, à l'instar de celui des autres commerçants de la région, surtout comprend toutes les marchandises, sans dresser la liste complète du type de ces marchandises. Nous citons quelques-unes. Parmi ces marchandises qu'importait Hassan, on trouve divers types de matières manufacturées importées essentiellement des villes turques, spécialement d'Izmir et d'Istanbul. Parmi ces derniers, il y avait des chaussures, différentes formes et matières, jazma, mist, sabbat, babouche, des produits en cuivre comme les encriers et les récipients utilisés pour les lessives, qas'a saboun, d'autres produits comme le papier, karas, et l'encre, hibr. On importait également une sorte de couffin appelé sabat de Livourne et des produits en verre, billar de Trieste. Pour le réseau, vu le temps, donc le réseau de Hassan al-Faqih, Hassan, son commerce l'a géré avec, en appuyant sur plusieurs institutions, donc la Sharika, comme j'ai dit, et les Sharikas de Hassan al-Faqih Hassan étaient essentiellement des Sharikat Milik, mais aussi les Sharikat al-Mufawada, une association de négociation. Un autre type d'organisation des sociétés commerciales consiste en qiraz, le mudaraba ou muqarada, et cette société donc, qui furent parmi les moyens essentiels d'investissement pour Hassan, et à travers laquelle on reconnaît non pas certains aspects de l'économie donc, sociale de Tripoli, mais leur rôle dans la détermination de la place de Hassan al-Faqih Hassan. En outre, le rôle très important des institutions dans l'activité de Hassan al-Faqih nous amène à considérer le rôle des individus de manière séparée des sociétés et des commandites. Les investissements de Hassan, qui a su faire fructifier dans les Sharika et le Qiraz, n'auraient pu lui apporter de bénéfices ou de fortune s'il ne s'est pas appuyé sur des services de plusieurs personnes dans le commerce et plus particulièrement dans ce commerce extérieur. En ce qui concerne les sociétés constituées par Hassan, il était actionnaire. On peut dire qu'elle était constituée l'une des organisations sur laquelle il s'appuyait pour la gestion d'une partie de son activité en dehors de la régence. Les 10 sociétés étaient formées de 2 actionnaires au plus. Bien que Hassan al-Faqih Hassan ne mentionne pas les détails concernant plusieurs de ces sociétés, à double associé, il avait constitué avec les commerçants locaux. Nous pouvons en déduire qu'elles correspondaient toutes à des sociétés de propriété.
donc Sharikat al-Mulk. En l'absence aussi d'indications relatives aux diverses sociétés auxquelles Hassan était associé, plusieurs détails à propos de ces sociétés restent dans l'ombre. Nous ne connaissons pas, par exemple, le montant des capitaux investis dans ces sociétés. Nous ignorons, sauf pour une, en ce qui concerne la société avec Saïd Ben Atiyah, si ces sociétés furent constituées pour réaliser des opérations déterminées ou elles étaient constituées pour une durée indéterminée. En outre de la société, et quelle que soit sa nature, Hassan a aussi utilisé la commandite donc Kiraz. Et ici, c'est appuyé sur plusieurs gens, soit des commerçants ou autres. Donc parmi ceux-ci, on trouve ses esclaves à lui, ses amis, mais aussi d'autres personnes de ses connaissances. Il y a les personnes donc, qui font le voyage. Aussi, on voit Hassan donc, appuyé sur les rails de la marine, comme on dit, ou comme consigne. Outre les personnes donc, musulmans, il y a les juifs de Tripoli, et en plus, il n'a pas donc il ne s'est pas appuyé sur des personnes donc tripolitains seulement, mais aussi dans d'autres villes ou appartenant à d'autres espaces géographiques comme la Toson Turquie ou à titre d'exemple Mahmoud el-Mourali de la Morée et de la Turquie, Ahmed el-Sharfi en Tunis, ainsi que d'autres. Aussi, on le voit donc à côté de tous ces commerçants itinérants, le réseau de Hassan comprenait un nombre de commerçants résidant dans certaines villes. Ils profitaient de leurs services selon leur résidence de chacun d'entre eux. Parmi ceux-ci aussi, on cite à titre d'exemple Khalil Chelli, Ahmed el-Sharfi à Tunis, les juifs Rahmin Tayyar et Ibrahim Srouzi à Malte, et Ahmed Gharbi, wakil de Tripoli à Alexandrie. Hassan Faqih Hassan ne s'est pas limité seulement sur l'activité commerciale, mais il a investi dans d'autres activités, comme le crédit particulièrement, qui a touché plusieurs personnes, soit des commerçants, mais soit aussi les gens de pouvoir à Tripoli, tels que Youssef Bacha, Al-Karamali ou son fils aussi, ou successeur Ali Bacha. Les investissements aussi, c'était dans l'achat des biens immobiliers qu'il les loue après. La fortune de Hassan, donc il y a plusieurs indications que sa fortune était très importante, qu'il a agrandi aussi depuis le décès de son père. C'est par ses activités diverses et l'étendue de son réseau commercial et social, donc Hassan présente parfaitement l'une des figures les plus marquantes des commerçants négociants de la ville de Tripoli à son époque. La distinction de Hassan ne réside pas seulement dans sa richesse et la diversité de ses investissements, mais aussi dans son ascension sociale. Je dois juste donc présenter cette transformation de Hassan donc, et saisir cette évolution sociale à travers son passage d'un simple notable de la ville à l'élite des notables de la ville. Donc j'ai signalé auparavant que l'activité de la famille avait pris un tournant depuis le deuxième moitié du XVIIIe siècle, après que les membres de la famille délaissaient les fonctions religieuses et se sont tournés au monde des affaires, donc le père de Hassan et son oncle.
et puis Hassan lui-même. Donc l'exercice du commerce par le père de Hassan fut une décision, je pense, réfléchie, que l'on peut expliquer par deux éléments. Le premier, c'est son mariage d'une famille commerçante, la famille Mrassi, une des familles célèbres dans le commerce de la ville de Tripoli. Et la deuxième réside dans sa volonté d'orienter son fils vers la pratique du commerce. Bien que nous ne sachions pas le niveau culturel de son père, donc sa volonté de pratiquer le commerce et de rompre avec le monde religieux, en plus de l'orientation de son fils vers le commerce, ajoute aux caractéristiques des grands commerçants un autre aspect que l'on pourra qualifier de professionnalisme. Ceci ne signifie pas le fait de se consacrer uniquement à cette activité, mais signifie œuvrer pour accéder à travers cette activité à une position sociale élevée. Cette prise de conscience, je dirais, de classe, si j'ose dire donc, peut ne pas être présente chez le père de Hassan Faqih Hassan ou chez Hassan lui-même, mais l'abandon des études par ce dernier, malgré l'historique religieux de sa famille, d'un côté, et l'importance, richesse de sa famille durant sa jeunesse, de l'autre, plaide en faveur de la volonté de son père de garantir une position sociale basée sur la grande fortune et non pas sur l'apprentissage de la science. La famille de Hassan, qui était devenue riche, aurait pu orienter leur fils vers l'étude des sciences dans une des institutions supérieures des pays musulmans et de pouvoir aussi ainsi joindre la fortune et la science et d'accéder par conséquent à une position qui fait concurrence avec d'autres familles tripolitaines dont les fils ont associé l'argent et le savoir. Mais sa famille a précisé l'orienter dès son plus jeune âge vers le monde de l'argent et du commerce. Il faut se rappeler d'un autre côté que Hassan est le fils unique de sa famille, de ses parents, ce qui rend son intégration dans le domaine de commerce une nécessité, surtout que son père est l'un des grands commerçants. La réussite de Hassan dans le domaine des affaires lui a permis d'accéder au plus haut rang, non seulement dans le monde des finances, mais aussi au plus haut rang de la société. Hassan, qui était devenu, grâce à son passé commercial, un des dignitaires de Tripoli, a évolué à une époque indéterminée en l'une des figures principales dans la Jama'at al-Bilad, l'Assemblée citadine, qui comprenait les notables de la ville. Donc, comme l'a démontré Noura Lafi, dans son étude sur la jeunesse des institutions municipales de la ville de Tripoli, la Jama'at al-Bilad est une sorte de conseil de ville datant d'avant les réformes ottomanes et qui représentait d'une certaine manière la vie municipale. Ce conseil, présidé par le Cheikh el-Bilad, est constitué d'une élite parmi les dignitaires et s'intéressait dans tout un ensemble d'institutions du gouvernement. Elle ne constituait un des rouages, sinon le principal pour la gestion urbaine. L'AFI montre un détail plus important et qui est relatif à la question de la transformation de cette institution, passant d'une simple institution qui supervisait les intérêts quotidiens des gens dans la ville à une institution qui jouait un rôle politique. Elle mentionne à ce propos que la décision qui a abouti à la destitution de Youssef Bachar Karamalli en 1832 et par conséquent à la chute après 3 ans de la dynastie Karamalli fut prise dans le café de Cheikh el-Bilad, lieu de la réunion de l'Assemblée citadine. Cet important rôle de la Jama'at al-Bilad apparaît clairement dans le journal de Hassan Faqih Hassan, dans la partie qui traite de la guerre civile, qui a connu la régence entre 1832 et 1835. Lorsqu'elle s'était imposée interlocutrice des tribus des régions intérieures et comme instance participante dans la prise de la décision concernant les affaires financières et politiques de l'État. La diversité des fonctions de Jama'at al-Bilad peut constituer une introduction naturelle à la question du passage de Hassan Faqih Hassan de la catégorie des grands commerçants et des notables à un des membres de la Jama'at al-Bilad ou l'Assemblée citadine. Il est vrai que nous ne connaissons pas la date exacte de l'adhésion de Hassan à cette assemblée, mais il est certain que sa situation financière qui lui a permis d'étendre son réseau social
son réseau social et de s'approcher des cercles de décideurs, ainsi que la bonne réputation, ont plaidé ensemble en faveur de son adhésion à la Jama'at al-Bilad. Concernant les indications relatives à l'Assemblée citadine mentionnées dans son journal, Hassan utilise le terme Jama'at al-Bilad dans deux contextes. Le premier avait justement une relation avec le groupe de commerçants, et ce à travers des réunions pour les délibérations sur les questions concernant les affaires commerciales. Dans ce contexte, Hassan al-Faqih Hassan, en tant que grand commerçant, représente l'un des principaux assistants à ces réunions. Le deuxième contexte où Hassan al-Faqih utilise le terme de Jama'at al-Bilad, c'est dans une relation avec les notables de la ville parmi les commerçants et les non-commerçants qui constituent les membres du conseil de la ville précité. Si l'on examine de près les indications relatives à Jama'at al-Bilad dans ce contexte précisément, c'est-à-dire une catégorie particulière de notables, on s'aperçoit que Hassan ne signale pas son appartenance à ce groupe qu'à une période tardive. En 1813, Hassan rapporte la mort, à une époque avant 1825, Hassan, quand il évoque la Jama'at al-Bilad, donc il utilise particulièrement la troisième personne, il. Quand il parle de Jama'at al-Bilad, donc il dit que la Jama'at al-Bilad, par exemple, sont partis pour présenter les condoléances à Mohammed Bey, le fils, donc il ne mentionne pas sa présence avec eux. Cela, on le remarque jusqu'à les années 1825. Tous les mentions à Jama'at al-Bilad avant 1825, donc quand Hassan évoque Jama'at al-Bilad, il utilise la troisième personne au pluriel, donc il. Mais cela change en 1825 où il utilise la troisième personne, donc nous, mais pas il. Donc bien que la question de l'adhésion de Hassan al-Faqih Hassan à Jama'at al-Bilad dans le sens de l'Assemblée citadine soit une chose certaine, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses quant au processus de cette adhésion. Malgré le fait que Hassan fut comme son père parmi les fournisseurs du palais du Pacha en marchandises de communication, Hassan mentionne juste 5 minutes. D'accord. Oui, bien sûr. Je suis désolée, bien sûr, de dépasser le temps. Mais cette adhésion n'était pas faite comme ça, mais elle a travaillé, c'est ça l'important, donc le point important pour moi, ces alliances qu'elle a fait pour montrer ce processus de l'évolution sociale, donc de passer d'un simple notable à l'élite des notables de la ville, et cela c'est fait par des liens de mariage. Donc il s'est marié 5 fois pendant ces années. Donc on ne sait pas s'ils sont la polygamie donc n'est pas une chose très courante dans la société tripoline, mais aussi il y a des indications qui ne sont pas que ces mariages ne se passent pas dans le même temps, mais d'après les noms de ses épouses, donc on sait qu'elles appartiennent toutes à des familles, soit des familles des grands commerçants, soit des familles qui ont des alliances avec la famille gouvernante, donc oui, voilà, politique. Donc c'est le lien matrimonial, c'est un outil très important pour Hassan pour cette évolution sociale. Aussi des liens d'amitié et des liens professionnels avec les gens du pouvoir, c'est-à-dire donc les crédits qu'il fait avec au Pacha de Tripoli et la gérance des affaires
des gens du pouvoir, donc du cercle très serré du pouvoir. Tous ces réseaux, ces liens, lui ont permis donc de, selon moi, donc, de passer à l'élite des notables de la ville et d'être un membre de l'Assemblée citadine. Cette situation donc n'est pas s'est poursuivie donc après la chute de la dynastie Karamali, et Hassan el-Faqih Hassan était élu comme un membre de Conseil d'État durant la deuxième domination ottomane à Tripoli. On le voit aussi donc continuer son activité commerciale, mais apparemment il s'est intéressé plus et spécialisé plus dans le commerce des métaux précieux, puisqu'on le voit comme nadr du sceau de l'argent, nommé comme en 1854, et pour ces activités, les autres activités commerciales, donc ils se sont continués, et on voit ces sociétés, ces commandites aussi qui se poursuivent avec son fils Ahmed et qui s'étend à plusieurs villes européennes en s'intéressant plus à des matières qui sont plus demandées dans la deuxième moitié du 19e siècle, comme les plumes d'Autriche particulièrement. Donc je m'excuse pour tout ce retard. J'espère que, et excusez-moi donc bien sûr pour mon prononciation en français, vraiment il y a presque plus de 8 années que je n'ai pas parlé ou donné de... Merci. Et voilà. Je remercie beaucoup Enam pour ce... On a l'impression d'avoir vécu avec Hassan el-Faqih, avec tous ces détails très stimulants. Oui. Encore une fois, mes remerciements aux deux conférencières, parce qu'on se rend compte que les deux sujets se croisent. Et donc, je ne vais pas m'accaparer la parole parce que je suis la coordinatrice du projet, pas du tout. Et je voudrais juste... je vais passer la parole à la professeure Saïdia parce que je suis sûre qu'elle a beaucoup de choses à dire, pas mal de choses. Je m'adresse aussi au public. Vous pouvez poser vos questions parce qu'on a des boursiers libyens avec nous, donc ils ne sont pas forcément francophones. Donc, je ferai la... Pardon. إذا عندكم أسئلة بالعربي أنا نجم نترجمهم للمحاضرات. Et j'ai aussi 2-3 questions qui nous viennent de nos spectateurs de Facebook. Je referai peut-être le résumé. Donc je donne la parole à professeur. Merci beaucoup Naïla et merci infiniment Anham. Ton français est très bien et Sahalik, c'était vraiment très bien. Tu nous as proposé une immersion totale dans les archives. Il est important de rappeler pour l'ensemble des sciences humaines et sociales que pour l'historien, le terrain, ce sont les archives. Voilà, nous aussi on fait du terrain et notre terrain ce sont les archives. C'est à partir de ces archives que nous sommes en mesure de reconstituer la vie de ce qui s'est passé. Tu nous as proposé un parcours de vie et tu as bien expliqué aussi que ce parcours de vie est une illustration de la trajectoire de la vie des grands commerçants. C'est-à-dire que oui, on est à la fois dans une approche de micro-histoire, d'individu, où on suit au plus près la vie de la personne, mais en même temps, ce sont des renseignements que l'on peut généraliser à beaucoup de choses. C'est un monde connecté que nous a montré, un monde connecté par les produits, on a bien compris, et cette connexion par les produits passe bien évidemment par un réseau. Tu nous l'as décrit, ce réseau qui se place à l'échelle de la Méditerranée, aussi bien la rive sud que la rive nord. Tu nous as parlé des contacts et des achats avec la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, mais aussi Malte, la Crète, Livourne, l'Égypte. Bref, nous avons la preuve, la manifestation d'un monde profondément connecté dans cette première moitié du 19e.
souvent les personnes ont des représentations arrêtées, où il y aurait d'un côté l'Europe occidentale, de l'autre côté un monde musulman ou un empire ottoman qui ne communiquerait pas. Non. Et l'entrée par le commerce est, je le crois, l'une des manières les plus pertinentes de le démontrer. On voit aussi la diversification des outils juridiques qu'il va utiliser pour mener à bien ces différentes activités commerciales. Il ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il a bien la présence d'esprit d'utiliser différents types de structures pour pouvoir justement faire fructifier ce capital qui est énorme à la base, mais qu'il va renforcer. Et puis, moi, j'étais très sensible à ce passage de ces activités de commerçants à, finalement, le rôle politique. C'est sur ça que tu termines, je crois que c'est important. Et je me permettrai de rappeler et de faire le lien avec le temps présent, c'est-à-dire avec du vocabulaire d'aujourd'hui, ces municipalités qui aujourd'hui, en Libye, restent une des institutions les plus solides du pays. Et on voit bien que cette histoire s'inscrit dans un temps long. Si aujourd'hui les municipalités en Libye ont ce pouvoir, ont ce poids, ont cette stabilité, elle n'est pas née après 2011, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un temps très long, d'où l'importance, et vous l'aurez compris, de pouvoir passer par l'histoire, passer par le temps long, pour saisir les phénomènes contemporains qui autrement nous échapperaient. Si on se contente de se dire, ben voilà, en Libye les municipalités sont très stables, on ne peut pas le comprendre si on ne comprend pas que cette stabilité est le résultat d'une construction sur un temps long. Vous l'aurez compris, je suis historienne et je citerai les Algériens qui disent donc version tunisienne, en tout cas ça revient au même, c'est l'histoire qui nous permet une fois de plus de contextualiser et d'élargir les réalités et qui nous permet d'être aussi une porte d'entrée, parmi d'autres, cela s'entend, pour la compréhension du monde contemporain. Je m'arrête là et vraiment je renouvelle une fois de plus mes remerciements à Anram, mais aussi à Nora, parce que pour ce premier séminaire, alors d'abord, on va faire en plus de ça le fait que nous sommes 4 femmes et 2 universitaires, ce n'est pas peu. Ce premier séminaire sur la Libye, cette entrée par l'histoire, un grand merci. Je m'arrête là parce que nous allons effectivement donner peut-être la parole, c'est à toi de voir Neila, comment tu organises le débat et la discussion. Merci. Sinon, je peux commencer par... Enfin, ce n'est pas des questions qu'on a eues finalement sur Facebook, c'est plus des interrogations, j'ai l'impression. Donc, et je pense qu'elle s'adresse aux 2 conférencières. Alors, il y a une petite question de M. Garnier. Alors, il dit que Mme Lefi mentionne les archives conservées au sein de Saraya al-Hamra ne sont donc pas intégrées au fond le Markaz Mahfouda, donc l'ex-Markaz al-Jihad. Et puis, c'est vraiment des remarques ou des questionnements, parce qu'en fait, moi j'ai envie de sauter sur cette remarque-là pour dire qu'on se rend compte que, en tout cas, ma petite connaissance des recherches en histoire au sein de l'université tunisienne, et moi j'ai envie de dire que je découvre, je dirais, qu'on est très connectés, je veux dire, en tant que voisins, et on a une histoire commune, mais que malheureusement, entre voisins, on regarde plus vers l'autre rive de la Méditerranée pour mener nos recherches, alors qu'il y a une telle richesse avec la Libye. On l'a dit souvent, encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a les relations économiques et tout ça, mais malheureusement, je peux oser confirmer qu'au niveau de l'université tunisienne, on n'est pas vraiment en train de jouer un rôle. Et je pense que grâce à ce projet, entre autres, c'est pas parce que je suis dans le projet, mais ça a permis de faire des connexions et j'espère que de réelles connexions vont se faire à travers ce triangle, la France, la Libye, la Tunisie, mais il y a beaucoup à gagner au niveau de la recherche scientifique et historique, de mener des masters et des thèses sur les relations et ce fonds partagé historique entre la Tunisie et la Libye. Je sais qu'aux Archives nationales, il y a quand même un fonds respectable sur cette question-là.
Et je voudrais aussi peut-être profiter de la présence de An'am pour lui poser une question sur, y a-t-il au moins au niveau de l'université libyenne, est-ce qu'on a remarqué par exemple un renouvellement de la recherche après 2011? Est-ce qu'on a remarqué un renouvellement de la recherche, ou est-ce que... Parce qu'en fait, franchement, il y a quand même on ne communique pas assez. Enfin, au projet, on est souvent en train de se le dire, on a du mal à se connecter avec les chercheurs libyens. Enfin, on est en train de découvrir la richesse de la recherche scientifique libyenne, mais malheureusement, on a pris beaucoup de temps pour le faire. Donc, je veux dire, on a dû employer un réseau assez pour arriver à identifier des collègues libyens et à découvrir leur recherche. Et je me posais la question, parce qu'au niveau de la recherche académique en Tunisie, il y a quand même eu un petit impact, on va dire, donc je pose ma question, est-ce que vous constatez qu'au niveau des départements de recherche en histoire, est-ce qu'il y a eu un renouvellement? Est-ce qu'il y a eu des... Oui, je pense oui. Bien sûr, donc on vit en Libye des problèmes comme à Tunis, mais ce sont plus graves et plus importants, je pense. Et ça donc, a influencé beaucoup toutes les institutions, parmi lesquelles donc, les institutions de recherche. Et le renouvellement, oui. On l'aperçoit donc d'après les titres des thèses, donc soit en master ou en doctorat, et l'enforcement donc à pratiquer des sujets, d'autres sujets. Mais c'est un peu limité, n'a pas pris un grand élan. Je pense que vous faites donc l'RMC, comment dire, Sharaka, un partenariat avec les universités de Tripoli, les informations, les formations que vous organisez pour les étudiants libyens ou pour aussi les professeurs au niveau de méthode et tout ça. Donc je pense, Naïla, que ça va donner plus d'évolution pour la recherche en Libye. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Naïla. Oui, merci beaucoup, Naïla, d'avoir soulevé des questions extrêmement importantes. Et la première, M. Garnier, qui a posé cette question au sujet de Serra El Hamra, je l'ai évoqué dans ma présentation, mais je pourrais parler pendant des heures sur l'histoire des archives à Tripoli et en Libye en général. Et effectivement, j'ai parlé du siège de Serra El Hamra parce que c'est là où j'ai travaillé et c'était là aussi qui était le siège du pouvoir aussi à l'époque ottomane. Et donc c'était très important pour les étudiants de bien comprendre que les archives, quand la matérialité de l'archive et l'espace dans lequel les archives sont conservées est extrêmement important, si ce n'est plus important, pour comprendre la cohérence de cet archivage. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai tenu, d'une part parce que j'étais au Serra El Hamra, j'ai travaillé là-bas, mais j'ai travaillé aussi aux archives du Markaz Jihad d'Ed el-Ghazou al-Itali, qui est un grand centre de recherche qui s'appelle un centre de recherche contre l'occupation italienne, mais plus précisément, pour les Français c'est beaucoup plus familier, c'est un institut de recherche de la résistance, comme il en existe beaucoup en France. Et donc c'est vraiment très important de le dire, parce qu'en fait, il y a eu, après les bombardements de Tripoli, un mouvement de changement de nom imposé par l'extérieur, imposant de ne plus appeler Markaz Jihad. Je continue toujours à appeler Markaz Jihad d'Ed el-Ghazou al-Itali, parce que c'est très important de montrer que cet institut, qui a été constitué au moment de la construction de l'État national libyen,
avec l'idée d'une résistance, et donc les archives reflétaient aussi cette idée de mettre dans un endroit toutes les archives et les interviews faites auprès des résistants. Et donc c'est vraiment très important, et qu'il y ait une confusion au niveau général, comme il en existe avec la propagande pour pouvoir faire la guerre. Et donc on a associé le mot jihad, qui est un mot vraiment noble, puisque c'est un mot de résistance, à un jihad que l'on pense aujourd'hui, qui est aussi une résistance, parce que dans certains pays, il y a toujours la colonisation. Donc pour la Libye, je trouve que c'est très important de comprendre qu'il y avait des archives au Seria al-Hamra et des archives extrêmement bien organisées dans le Markaz al-Jihad. Et ensuite, ces archives-là, du Seria al-Hamra, ont été transportées pour que le Markaz al-Jihad devienne un institut de recherche et un institut des archives nationales libyennes, Dar al-Mahfouzat, et dans lequel vous pouvez trouver toutes les archives concernant la Libye. Mais au départ, c'était des archives complètement bien identifiées, différentes, et donc les archives médiévales et contemporaines ont été transportées auprès des archives qui concernaient la résistance et l'histoire aussi coloniale. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup plus attachée en tant qu'historienne de l'histoire ottomane à l'emplacement Seria al-Hamra. Voilà, c'est pour une première... je pourrais parler longtemps de cela, hein, donc je m'arrête. Et effectivement, Neila, tu as signalé la richesse des archives ici, aux archives nationales de Tunis. Et il y a des chercheurs tunisiens et des chercheurs libyens qui ont travaillé dans ces archives-là. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu. Mais tu as tout à fait raison de signaler que ce sont des archives, d'une certaine manière, oubliées, parce que dans la construction des États-nations, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Égypte et en Libye, et en Europe, la question des archives reflète l'idéologie de l'écriture de l'histoire. Et donc, on a oublié, et ça c'est très intéressant aussi de réfléchir l'oubli, on a oublié que les relations entre la Libye, mais comme d'autres pays, avec le Sud, avec l'Afrique aussi, hein, je veux dire, avec la Libye, ont changé. Et lorsque on s'assoit auprès des catalogues très bien organisés aux archives de Tunis, on se rend compte avec un émerveillement, et je vous rassure, je suis toujours émerveillée, même en ayant travaillé depuis 25 ans ici, je reste toujours émerveillée par des fonds qui existent et qui montrent la complexité de ces relations, la complexité de ces territoires, et on ne peut pas ignorer ces archives-là, même si on travaille que sur la Tunisie ou que sur la Libye. Et c'est ce que je voulais signaler, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas comprendre la migration aujourd'hui. Je suis effarée, par exemple, de voir des anthropologues qui travaillent sur la migration et malheureusement la mort de tous ces enfants, ces femmes, ces hommes qui traversent la Méditerranée, si on n'a pas lu ces archives-là. La Méditerranée était un espace de mouvement. Et c'était vraiment important de signaler cela. Et en fait, si ces chercheurs-là prenaient juste le temps et le plaisir de lire quelques documents dans ces archives ici et ailleurs, eh bien on se comprendrait que la migration n'est pas un crime, que la migration constituait justement toute cette richesse que vous avez montrée au niveau des échanges commerciaux, culturels et politiques. Et donc c'est très important de venir redécouvrir ces archives ici, et je suis très contente que ce programme invite à le faire, et que ce soit les premiers pas avec la nouvelle génération des historiens pour pouvoir justement déconstruire les clichés que nous avons, à la fois des archives et de l'histoire, et en même temps ouvrir des pistes de recherche qui permettent en fait, avec les pays européens
et les autres pays, parce que nous avons parlé beaucoup de pays européens avec le pourtour méditerranéen, mais cela ne concerne pas que les pays méditerranéens. La preuve en est, c'est que vous pouvez lire dans l'Yawmiyat al-Libya les relations avec les États-Unis. Des relations certes conflictuelles, mais on trouve cette relation, cela veut dire les communications avec d'autres continents, et même l'Inde et la Chine, ce qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer. Oui, exactement. Donc c'est très important, ce que vous avez montré et ce que ces archives montrent ici, c'est de à la fois travailler et se départir des idéologies, se laisser emporter par ce que nous apprennent les archives, et je pense que ce sera vraiment formidable, surtout avec votre génération qui n'a pas connu tous les poids idéologiques, les problèmes géopolitiques, et donc je pense que c'est le moment de le faire avec les Tunisiens, les Français, les Libyens et les autres nationalités, parce que les archives reflètent aussi les relations avec d'autres pays. Hein, donc, et jusque dans les pays scandinaves, par exemple, qui, eux, ont commencé un travail sur la Libye depuis bien longtemps, mais qui est ignoré dans les historiographies. Et donc, ce que je souhaiterais dire, et puis je m'arrête là parce que sinon j'adore parler, c'est que ce qui est très important, c'est la découverte des archives, mais aussi un dialogue entre les différentes historiographies. Et là, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que les Tunisiens travaillent, et ils font un travail remarquable dans les archives et dans les publications. Et ce n'est pas forcément en dialogue avec d'autres historiographies. Et c'est peut-être le moment, grâce à ce projet que vous faites, de pouvoir justement mettre tout ça en dialogue. Et je trouve que c'est extrêmement important, et c'est le rôle des historiens. Après, les autres suivent. Excusez-moi. Voilà. Et c'est toujours l'historienne qui va reprendre la parole. Donc je donne la parole à Wassila et après on va conclure. Oui, tout à fait. Non, non, mais c'est certain. Non, mais là, si jamais on continue sur cette question, oui, je crois que c'est pas pour rien aussi qu'on a commencé par ce séminaire sur l'histoire. Je crois qu'il est vraiment important d'avoir en présence cette question-là. Je crois aussi que les archives nous permettent de remonter, de reconstruire, bien sûr, les réalités d'un moment, et elles nous permettent de nous rendre compte comment ce qui nous semble aujourd'hui évident quand on le voit dans le temps contemporain, c'était la même chose à l'époque. C'est-à-dire qu'on a des questions d'échelle. Il y a forcément une proximité très grande entre la régence de Tripoli et celle de Tunis, qui se voit dans les archives. Et ensuite, on élargit la sphère pour voir qu'il y a aussi une logique du nord de l'Afrique, mais aussi une logique connectée avec le Sahara et une connexion avec le nord. C'est-à-dire que cette question d'échelle est fondamentale. Et tu as raison quand tu parles des migrations, moi je préférais utiliser le terme de mobilité, vu que le terme aujourd'hui est tellement chargé. On parle de migrants. Il fut un temps pas si lointain où on en parlait d'immigrés. Aujourd'hui, on parle de migrants, de migration. Ça renvoie tout simplement à une question beaucoup plus large, qui est celle des mobilités, qui ont toujours existé. Oui, je crois que en tout cas, moi je souhaite que l'IRMC puisse être ce laboratoire qui puisse fédérer ou créer une synergie autour de ces questions qui, bien évidemment, portent sur la Libye, mais pas que, pour rappeler que nous pouvons être dans une relation bilatérale, l'Algérie vers la France, le Maroc l'Algérie vers l'Europe, le Maroc vers l'Europe, la Tunisie vers l'Europe, la Libye vers l'Europe, mais qu'il y a aussi une logique transversale. Et les phénomènes contemporains ne doivent pas nous faire occulter que la mobilité intra-maghrébine a toujours existé et qu'elle existe toujours, que les mobilités entre le Sud et les pays du nord de l'Afrique ont toujours existé. Ce ne sont pas des phénomènes récents et ils s'inscrivent effectivement dans ce temps long. Donc j'espère en tout cas que l'IRMC sera peut-être à la base de cette triangulation dont tu parlais, Neila, mais de manière plus large, qu'il pourra incarner pleinement son nom, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, qui nous est cher à tous.
Voilà, donc je m'en arrêterai là, moi aussi. Moi, je voudrais juste vous dire que je suis énormément contente qu'on ait réellement pu faire cette conférence, malgré tous les obstacles enfin, tout ce qui s'est passé aux coulisses pour qu'on puisse arriver. Et je suis très contente qu'on l'a fait en présentiel, parce que vraiment, on avait envie de ce contact direct. Et on en a marre, franchement, je le dis, de tous ces zooms et de toutes ces connexions qui nous font sembler de vivre le direct, le réel, mais je pense que rien ne remplace ces échanges en temps réel. Je vais me permettre de répondre à votre place par rapport à une question qui nous a été posée sur suggérer des sujets sur la Libye. Je pense qu'à travers les deux exposés qu'on a eus, je pense qu'on a reçu 1001 pistes de recherche et 1001 pistes de questions à se poser autour de la Libye. Et dans des langues différentes, c'est ça qui a de Voilà, exactement. On est allemand, on veut travailler sur la Libye, c'est possible. On est italien dans sa propre langue. L'idée, bien sûr, c'est d'utiliser le maximum de langues, mais c'est possible dans tellement de langues. Oui, allez-y. Non, si je peux me le permettre, j'ai omis de signaler, pour ceux qui souhaiteraient travailler à Istanbul, que c'est un empire, que si vous avez lu qu'il faut absolument connaître la langue osmanlı, c'est vrai que c'est très important. Mais je peux vous garantir, parce que c'était un empire, et donc la langue osmanlı n'était que pour certains fonctionnaires de l'empire qui travaillaient. Et donc, vous avez toutes les langues de l'empire dans ces archives. Ce qui veut dire que même si vous ne connaissez pas le turc, même si vous ne connaissez pas l'arabe, même si vous ne connaissez pas l'osmanlı, ottoman n'étaient pas des langues dites minoritaires. Vous aviez des documents écrits en arménien, des documents écrits en judéo-chrétien, comme ils disent aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment cela. Vous avez des langues comme l'espagnol. Et puis aussi, pour ce qui concerne la Tunisie, ou pour ce qui concerne la Libye, vous aviez la richesse des langues de ces pays. C'est-à-dire qu'une pétition depuis Sfax, eh bien, elle va être écrite comme on parlait à Sfax. C'est-à-dire que vous avez une magnifique langue sfaxienne, écrite, et vous avez un résumé où, quand l'affaire est très importante, dans le daftar, dans le registre, écrite en osmanlı. Mais la pétition elle-même, elle est écrite dans la merveilleuse langue du début du 19e siècle, ou autre, moi j'ai travaillé sur celle du début du 19e siècle, dans la merveilleuse langue sfaxienne. Donc, connaissant l'arabe, il y avait des choses que je ne comprenais pas, qui étaient typiques de la langue sfaxienne. Et j'ai demandé à des historiens sfaxiens, ils m'ont dit, ah ben oui, voilà, cela veut dire ça. Donc, tout cela pour vous dire que nous avons besoin, et tu as complètement eu raison de souligner ça, de tous les historiens avec toutes les langues. Et c'est vraiment très important. Et vous avez également même des langues des pays du Nord, l'anglais. Enfin, je m'arrête là, mais on pourrait faire une séance complète que sur la question des langues dans les archives. Donc voilà, c'était pour inviter. Je vous remercie et je remercie tous les présents. Et en fait, pour conclure et pour en fait vous inviter à prolonger